Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La DECENNIE de la Liberation et de l'isolement. Chapitre 1. Avant la Liberation, de l'Empire ANGKORIEN au Goulag POLPOTISTE. Le Cambodge est un pays situé dans ce que les géographes appellent la péninsule indo-chinoise, en Asie du Sud-Est. Il est peuplé de Khmers, l'ethnie très largement majoritaire qui parle la langue du même nom. On trouve également des minorités ethniques montagnardes, des Chams ainsi que des Sino-Khmers, des Khmer-Thaïs et des Vietnamiens. Au moment où sur les rives de la Seine se construit Notre-Dame de Paris, sur les rives du Tonlé Sap, le grand lac central du Cambodge, les Khmers construisent Angkor Wat, un des joyaux de cette forêt de pierre qui constitue le patrimoine monumental cambodgien. L'empire angkorin, à son apogée, recouvre très largement la péninsule indo-chinoise. Une faiblesse le mine, le caractère électif du système monarchique. La monarchie n'est pas héréditaire. Au décès du roi, un conseil de hauts dignitaires choisit le nouveau souverain parmi les membres de la famille royale. Le long processus de démantèlement de l'empire. Presque chaque succession provoque un conflit au sein de cette famille royale et les prétendants déçus vont chercher du soutien soit au Siam, soit en Annam. Siamois et Annamites saisissent l'occasion ainsi offerte d'affaiblir leurs puissants voisins et font payer en territoire le soutien qu'ils apportent aux dissidents. Après l'indépendance du pays en 1953, ce fait ne sera même pas contesté par le gouvernement cambodgien qui écrit: toutes ces interventions de l'Annam furent faites sur la demande d'un prince cambodgien, soit contre un autre prince prétendant au trône, soit contre les Siamois ou sur la demande des rebelles. C'est ainsi qu'en 1623, la Khmer Prénokor est devenue l'Annamite Saïgon, et que Péam s'appelle Hassien depuis 1715. Au début du XIXe siècle, 50 ans avant l'arrivée des Français, le canal reliant Hassien à Chodok est creusé sur l'ordre des mandarins annamites. À partir de 1820, il détermine la frontière entre la Cochinchine et le Cambodge. Le territoire cambodgien se réduit peu à peu au point que peu avant l'arrivée de la France, il ne compte plus que 4 provinces et suscite la convoitise de ses voisins qui l'occupent, tour à tour, pendant la première moitié du siècle. En 1845, un traité est signé par le futur roi cambodgien Ang Duong. En échange de la reconnaissance de son accès au trône par les États voisins, il accepte la double suzeraineté de l'Annam et du Siam sur le Cambodge et confirme la souveraineté de l'Annam sur les territoires du Bas-Cambodge, en Khmer, Kampuchéa Krom, concédés progressivement depuis 1623 comme on vient de le voir. Ce que reconnaîtra le général Nyek Thiulon, une des grandes figures du règne de Norodom Sihanouk. Quand Ang Duong, fondateur de la dernière dynastie, arriva à se faire reconnaître comme souverain du Cambodge, conjointement par le Siam et l'Annam, le royaume était déjà très sérieusement amputé au nord comme au sud et de plus complètement ruiné. Un protectorat en forme de colonie. Craignant de nouvelles amputations du territoire national, Ang Duong fait appel en 1853 à Napoléon III, empereur des Français. La présence française va stopper le démembrement. Elle dure de 1863 à 1953. Le bilan de ce protectorat français, qui fut en fait une véritable colonisation, est contrasté. Côté négatif, le Cambodge est, dans l'Empire français, le pays où les taxes sont les plus élevées et la répression des fréquentes protestations paysannes la plus brutale. Le territoire est considéré comme une zone tampon entre la colonie cochinchinoise et un Siam sous influence britannique. Peu est fait pour son développement. Côté positif, la France récupère au bénéfice du Cambodge et au détriment du Siam les 3 provinces du nord-ouest dont celle de Siem Reap où se trouvent les temples du parc d'Angkor. Lorsque la France se retire, elle laisse un pays dont la superficie est plus étendue qu'à son arrivée. Celle-ci est passée de 100 000 km à 181 000 km. Autre point positif, l'énorme apport de l'école française d'Extrême-Orient qui, par ses recherches et ses travaux, en particulier mais pas exclusivement sur le parc d'Angkor, a donné au peuple cambodgien la conscience d'être l'héritier d'une civilisation créatrice d'un immense patrimoine monumental. Mais par-dessus tout, ce qui apparaît comme le legs le plus important de cette présence française,
c'est d'avoir rendu possible, une fois l'indépendance acquise, notamment grâce à l'émergence d'Angkor comme symbole d'identification d'un peuple, la structuration de l'espace cambodgien en un État et une nation, au sens qu'ont ces termes dans le monde contemporain. Une erreur historique qui empoisonne le présent. Chaque année, les Cambodgiens de tous bords expriment le 4 juin leur condamnation de ce qu'ils appellent la cession par la France du Kampuchéa Krom au Vietnam. Une indication de l'importance de cette question dans le Cambodge d'aujourd'hui. Pourtant, il s'agit d'une erreur. Erreur à la fois sur la date et sur le fait historique. C'est le 5 juin 1949, et non pas le 4, qu'est signé le traité franco-vietnamien qui reconnaît l'existence d'un Vietnam unifié par la réunion des 3 Qui, mot vietnamien qui signifie pays, du nord au sud, le Tonkin, la Nam et la Cochinchine. Les faits sont les suivants. Le 17 février 1859, un corps expéditionnaire français s'empare de Saïgon. Le 5 juillet 1862, la France signe avec l'empereur Annamite Tuduc un traité par lequel celui-ci cède les provinces de Bien Hoa, Gia Dinh et Vinh Thuong, c'est-à-dire la moitié orientale de la Cochinchine. À partir de mars 1866, les forces françaises occupent les provinces occidentales de la Cochinchine, Vinh Long, Hatien et Cho Doc. Elles sont annexées aux possessions françaises en 1867, et le 15 mars 1874, un nouveau traité franco-annamite reconnaît la pleine souveraineté de la France sur ces 3 provinces déjà annexées. La colonie française de Cochinchine est devenue une réalité. Comme l'écrira plus tard le gouvernement français, dans une lettre du 8 juin 1949 au roi du Cambodge, c'est donc de la cour d'Hue que la France a reçu la totalité du Sud-Vietnam, ses droits sanctionnant des opérations militaires menées contre des mandarins annamites et non contre des autorités khmères. De fait, en 1862, le Cambodge n'exerce plus d'autorité effective sur le territoire des 6 provinces cochinchinoises, soit depuis des décennies, soit depuis 1 à 2 siècles, selon les provinces. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'aspiration des peuples colonisés à retrouver leur pleine souveraineté amène la France à des concessions dont la première en ce qui concerne l'Indochine, est la reconnaissance des 3 États qui la composent. Cambodge, Laos, Vietnam, maintenus néanmoins dans le cadre colonial de l'Union française. Pour ce dernier, cette reconnaissance implique la rétrocession de la Cochinchine au Vietnam. Au cours des négociations qui précèdent cette reconnaissance, le Cambodge soulève la question du Kampuchéa Krom en avançant la thèse suivante. Lorsque la France est arrivée en Cochinchine, le Cambodge n'a renoncé à ses droits sur celle-ci que parce qu'il s'agissait de la France à laquelle il demandait protection. Dès lors que la France renonce à ses droits sur la Cochinchine, le Cambodge reprend les siens. Or, les territoires cochinchinois relevaient tous de la souveraineté annamite avant même l'arrivée des Français. La France, ainsi qu'en témoignent les traités passés avec la cour de Hue, ne négociait pas avec le Cambodge le passage sous son autorité des provinces cochinchinoises. Une réalité s'impose. Les provinces de l'Ouest cochinchinois étaient annamites un siècle avant l'arrivée des Français, comme l'écrit Davé, président de la délégation française à la commission mixte franco-khmer de 1949. 5. Le Cambodge ne pouvait, entre 1862 et 1874, confier à la France une souveraineté sur des territoires sur lesquels il avait perdu toute autorité. En 1949, la France ne fait que rendre aux Vietnamiens ce qu'elle leur a pris à eux et à eux seuls au siècle précédent. Célébrer le 5 juin, comme l'anniversaire de la cession par la France du Kampuchéa Krom au Vietnam, c'est tout simplement entretenir une fiction. Il s'agissait d'une rétrocession. De l'indépendance à la République. Le 9 novembre 1953, l'indépendance du Cambodge est proclamée après 90 ans de tutelle française. À la tête du pays, le roi Norodom Sihanouk. Il a réussi à obtenir l'indépendance sans conflit armé et sans partition du pays. Cette indépendance et cette unité seront confirmées l'année suivante lors de la conférence de Genève qui met fin à la guerre d'Indochine et consacre la partition du Laos et du Vietnam. Mais les États-Unis refusent de ratifier les accords de Genève et incitent la nouvelle République du Sud-Vietnam à ne pas les respecter. À partir de 1952, Norodom Sihanouk s'emploie, par tous les moyens, à détruire la principale force politique du pays, le Parti démocrate, qui aux élections de 1946 et de 1950 avait obtenu la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale.
Le 3 mars 1955, il abdique en faveur de son père et prend le titre de chef de l'État. Il conserve son statut de prince. Il crée son propre parti politique, le Sangkom-Risternium, qui remporte la totalité des sièges aux élections du 11 septembre au terme d'une campagne électorale où toute opposition a été brutalement réduite au silence. En politique intérieure, le nouveau régime se caractérise par le pouvoir absolu du chef de l'État, l'intégration acceptée ou contrainte de toutes les sensibilités politiques au sein du Sangkom, le contrôle de la presse, une répression féroce des opposants mais également par un développement très important des infrastructures. Routes, ponts, hôpitaux, dispensaires, écoles, universités, aéroports, port de Sihanoukville. Une grande disparité se maintient entre les villes et les campagnes. Les élites, dans leur immense majorité, manifestent une absence totale de sens civique et une soif de gain insatiable. En politique étrangère, la défense de l'intégrité du territoire national et la reconnaissance des frontières issues de la colonisation sont des thèmes permanents de l'action diplomatique de Norodom Sihanouk, régulièrement complétés de revendications irrédentistes à propos du Kampuchéacrom. Le Sangkom adopte une politique de neutralité. Celle-ci se caractérise par la participation à l'émergence du mouvement des non-alignés, par un refus d'entrer dans l'OTAS, l'OTAN de l'Asie du Sud-Est, mais également par un rapprochement avec la Chine. Norodom Sihanouk est l'objet de plusieurs tentatives d'élimination, de la part des services américains. Sa politique de neutralité s'effrite à mesure que s'intensifie l'intervention américaine au Vietnam, et l'usage de son territoire par les communistes et les nationalistes vietnamiens. Même si cette neutralité est exaltée par le général de Gaulle un an plus tard, elle est devenue purement théorique à partir de 1965 quand les relations diplomatiques ont été rompues avec les USA et qu'un accord secret, signé à Pékin, a autorisé les communistes vietnamiens à traverser le territoire cambodgien, la fameuse piste Ho Chi Minh, et à y disposer de sanctuaires. Cet accord garantit un approvisionnement des forces vietnamiennes hostiles au régime de Saïgon, en armes et munitions via le port de Sihanoukville. La seule opposition politique qui résiste est formée par les communistes qui, peu à peu, passent dans la clandestinité. Norodom Sihanouk les a baptisés Khmer rouges, pour les différencier des Khmers blancs, les royalistes et des Khmers bleus, les républicains auparavant regroupés dans le Parti démocrate qu'il a fait disparaître entre 1952 et 1955. Les communistes cambodgiens sont divisés en deux courants. D'une part, les partisans d'un communisme de type classique tel qu'il se pratique au Nord-Vietnam et dans le bloc soviétique. D'autre part, conduits par Pol Pot, des adeptes d'un collectivisme rural et autarcique également nationaliste, soucieux de la pureté de la race khmer et partisans de la reconquête des terres perdues. Ils manifestent une grande méfiance à l'égard des Vietnamiens. À partir de 1963, c'est la tendance polpotiste qui contrôle le parti. 3 communistes de cette tendance, dont Khieu Samphan, dissimulant leur allégeance sous une étiquette progressiste, participent à un gouvernement du Sangkom en 1962 à 1963. Après avoir échoué à imposer des réformes sociales combattues par la droite qui domine le Sangkom, ils rejoindront les dirigeants du Parti communiste dans la clandestinité. La décennie infernale. Le 18 mars 1970, Norodom Sihanouk est destitué par les 2 chambres réunies du Parlement. De l'aveu même de celui qui présidait la réunion, il s'agit d'un coup d'État. Des chars encerclent le bâtiment, des soldats armés sont présents dans l'hémicycle et le vote est nominal. Ce coup d'État, soutenu par les USA, est conduit par Lon Nol, président du Conseil, ministre de la Défense et commandant en chef des forces armées ainsi que par le prince Sizowat Sirik Matak, vice-président du Conseil et éternel rival de Norodom Sihanouk au sein de la famille royale. Celui-ci apprend la nouvelle alors qu'il quitte Moscou pour se rendre à Pékin. Les protagonistes du coup d'État ont désigné les Vietnamiens comme responsables de tous les malheurs du pays dans l'espoir d'unifier le peuple autour de leur démarche. Ils ont organisé des manifestations contre les résidents vietnamiens. Ils n'ont pas hésité à provoquer des massacres massifs de civils vietnamiens, dont les corps ont dérivé sur le Mékong par centaines pendant de nombreux jours. Lon Nol fait appel à l'aide des USA, de la Thaïlande et de la République du Sud-Vietnam pour combattre le communisme. Le 23 mars 1970,
Norodom Sihanouk lance depuis Pékin un appel au soulèvement armé contre les nouvelles autorités cambodgiennes. Il demande l'aide de l'URSS, de la Chine, du Nord-Vietnam et du Viet Cong. Il annonce la création à Pékin du gouvernement royal d'Union nationale du Cambodge, GRUNC, dans lequel il intègre des personnalités communistes qu'il avait jusque-là férocement combattues et sur le terrain, la création du Front d'Union nationale du Kampuchéa, FUNK, qui rassemble des patriotes hostiles à un gouvernement pro-américain, des royalistes et des communistes de diverses sensibilités. La guerre du Vietnam s'étend au territoire cambodgien. S'y ajoute une véritable guerre civile entre les partisans de la République khmer, proclamée le 9 octobre 1970, et ses adversaires regroupés dans le FUNK. Celui-ci voit ses rangs se gonfler par le retour des communistes partis à Hanoï en 1954, et par le ralliement de milliers de jeunes très vite déçus par le régime de Lon Nol, et par celui de paysans qui fuient les massacres provoqués par l'armée américaine et ses bombardements massifs. Au sein du FUNK, les communistes, décimés par la répression dont ils ont été victimes au cours des 3 années précédentes, sont cependant les mieux organisés et les plus disciplinés. Peu à peu, ils vont prendre le contrôle. Parmi eux, assez rapidement, l'influence des polpotistes domine. Le FUNK est appuyé de manière décisive par de nombreuses unités nord-vietnamiennes. Dès la fin de l'année 1970, près des 3/4 du territoire échappe au contrôle du gouvernement républicain. Après la signature des accords de Paris sur le Vietnam en 1973, 3 des 4 divisions nord-vietnamiennes présentes au Cambodge se retirent. Les polpotistes se sentent lâchés. Ils considèrent désormais les Vietnamiens comme des ennemis. Et les communistes cambodgiens qui sont proches de Hanoï comme des suspects. Dans les zones qu'ils contrôlent, improprement appelées zones libérées, peu à peu s'est mise en place une gestion des biens et des personnes qui ne correspond en rien au programme politique du FUNK présenté en Occident. Cette manière de gouverner anticipe sur ce que sera le sort du Cambodge à partir d'avril 1975. Ainsi, par exemple, dans la région autour de Kompong Thom, province natale de Pol Pot, les terres sont collectivisées, la monnaie est abolie, le port du co avec Mao, cette sorte de pyjama noir, est imposé à tous de même que les logements collectifs, les enfants sont séparés des parents, les pagodes sont sécularisées, les moines bouddhistes sont défroqués et envoyés dans les rizières. Toute résistance entraîne l'élimination physique. Pour l'immense majorité de la population cambodgienne, les forces du FUNK sont assimilées à ceux qu'on appelle désormais les Khmers rouges. Après la démission de Richard Nixon, en août 1974, le soutien militaire des USA à la République khmer se réduit de plus en plus. Le 1er avril 1975, Lon Nol quitte le pays. Le 17 avril, les troupes de Pol Pot entrent dans Phnom Penh. Le pays est rebaptisé Kampuchéa démocratique. Sihanouk exerce les fonctions de chef de l'État jusqu'à sa démission en avril 1976. Il est ensuite placé en résidence surveillée dans son palais. Les habitants des villes sont déportés et forcés d'aller vivre et travailler à la campagne. Un régime de terreur s'installe. L'élimination physique est érigée en méthode de gouvernement. Une bureaucratie de la mort se met en place. Le nouveau régime entend construire une société collectiviste agraire autarcique, permettant à la race khmer purifiée de toute influence étrangère de s'épanouir sur les terres reconquises d'une partie de l'ancien empire angkorin. L'idéologie qui est à l'œuvre combine ainsi un projet maoïste avec des traits racistes et nationalistes. Les méthodes utilisées sont inspirées des lectures et des pratiques de Staline dont se sont nourris Pol Pot et ses complices pendant leur séjour en France au début des années 50. Au nom du collectivisme agraire, la population du pays est affectée aux travaux des champs et regroupée dans des communes dites populaires. Le principe même de la propriété est réduit à néant au point de détruire toute forme de vie privée, par exemple en soumettant les relations conjugales à l'autorité des chefs de la coopérative, ou en interdisant la possession d'objets personnels. La monnaie est abolie. Tout appartient au parti-État dissimulé jusqu'en 1977 sous le nom d'Angkar, un terme khmer qui signifie « organisation ». Au nom de la pureté de la race et de la culture, les populations citadines subissent plusieurs déportations et sont soumises aux travaux forcés. Les Chams, la minorité khmer de confession musulmane, sont exterminés. Le bouddhisme est éradiqué.
Les résidents de souche vietnamienne qui n'ont pas fui vers leur pays d'origine sont éliminés. Enfin, les Cambodgiens qui sont suspectés d'avoir un esprit vietnamien dans un corps khmer sont massacrés. Les communistes suspectés d'être favorables au Vietnam sont parmi les premières victimes. Au nom de prétendus droits historiques sur les terres perdues, l'armée du Kampuchéa démocratique applique des slogans du genre « Il faut récupérer les terres où se trouvent des inscriptions en khmer ». Il faut aller jusqu'où pousse le TH No, palmier à sucre typique du Cambodge. L'intervention du grand protecteur chinois va interdire la poursuite des agressions contre les villageois thaïlandais. Mais les attaques se poursuivent contre le Vietnam où elles prennent de plus en plus d'ampleur. On passe d'incidents de frontières à de véritables engagements, impliquant des unités entières. Les Khmers rouges ont détruit au Vietnam 25 agglomérations et 96 villages. 250 000 à 300 000 Vietnamiens ont perdu leur maison, 100 000 hectares de terres cultivables ont dû être abandonnés, des milliers de civils ont été massacrés. Ces attaques du Kampuchéa démocratique sont à l'origine d'une riposte graduée des autorités vietnamiennes qui, après avoir vainement sollicité la médiation de l'ONU, décident d'intervenir au Cambodge pour y renverser un régime qui leur est militairement hostile. À 6 reprises au moins, des communistes cambodgiens tentent de mettre fin à la dictature sanglante de Pol Pot et de ses complices. En vain. Chaque fois, la répression provoque des milliers de victimes. Ces échecs répétés incitent de nombreux cadres à fuir vers le Vietnam. Après la rupture des relations diplomatiques entre le Kampuchéa démocratique de Pol Pot et la République socialiste du Vietnam, le 31 décembre 1977, ils obtiennent un fort soutien en vue d'organiser une opposition structurée au régime des Khmers rouges. Le 2 décembre 1978 est créé le Front d'Union nationale pour le salut du Kampuchéa, FUNSK. Ils disposent d'unités entraînées depuis plusieurs mois et prêtes au combat. Ils accompagnent les 150 000 hommes des divisions vietnamiennes dans l'offensive qui débute le 25 décembre 1978. Le 4 janvier, le Mékong est atteint. Le 7 janvier, Phnom Penh est libéré. Fin avril, l'armée vietnamienne contrôle l'essentiel du pays, à l'exception des confins proches de la Thaïlande, dans les monts Dangrek au nord-est et dans les monts Cardamom au nord-ouest. Chapitre 2. 1979, le retour à l'âge de pierre. Historiquement, l'expression année zéro a été appliquée à l'Allemagne de 1945, après l'effondrement du régime nazi et la destruction du pays. Par analogie, on pourrait sans risque de contestation appliquer cette expression au Cambodge de 1979. Elle nous semble toutefois trop faible. Car le régime n'a pas seulement été renversé, le Cambodge n'a pas seulement été détruit dans ses infrastructures et ses équipements. Ce sont les forces vives même de la société cambodgienne qui ont été anéanties. C'est toute une société qui a été entièrement déstructurée. À telle enseigne que M. Yashusi Akashi, qui dirigea l'autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge, APRONUC, en 1992 à 1993, a pu, à juste titre, parler d'un retour à l'âge de pierre. 30 ans plus tard, bien des experts étrangers employés dans les organisations internationales opérant au Cambodge, bien des journalistes de passage oublient complètement dans leurs analyses et commentaires d'où vient ce pays. Et ils attendent presque toujours de cette société des performances qu'elle ne peut pas fournir. Un état des lieux s'impose. Il trace une sorte de ligne de départ pour la reconstruction du pays et la recomposition de la société cambodgienne. Alain Rouchaud, journaliste et historien, a décrit l'état du pays lorsqu'il le découvre le 25 janvier 1979. François Bugnon, chef de mission du CICR, arrive avec Jacques Beaumont de l'UNICEF à Phnom Penh le 16 juillet 1979. Il corrobore les observations d'Alain Rouchaud. Entre la frontière vietnamienne et Phnom Penh, nous n'avons observé aucune présence, aucune trace d'activité humaine. Pas un champ cultivé, pas un véhicule sur les routes, pas une bicyclette sur les chemins, pas une barque sur les canaux. La catastrophe démographique. Au nom de leur conception du communisme, les Khmers rouges ont transformé le Cambodge en un immense goulag où l'élimination physique a été érigée en méthode de gouvernement. On épuise, on affame, on exécute. Lorsque le Cambodge bascule dans la tragédie en 1970, il compte environ 8 millions d'habitants.
Les estimations s'accordent pour indiquer que la guerre 1970 à 1975 a fait entre 700 000 et 1 million de morts, de disparus et de réfugiés. Lorsque les Khmers rouges prennent le pouvoir, la population est estimée à un peu plus de 7 millions. 3 ans, 8 mois et 20 jours plus tard, 1,5 à 2 millions sont morts. Toutes les estimations concordent pour affirmer qu'entre un quart et un tiers de la population du Cambodge a disparu entre 1975 et 1979. Une génération d'hommes adultes a été décimée. 40,8% de morts et disparus parmi la population masculine. Les femmes représentent près des 2 tiers de la population adulte. Dans les campagnes, 39% des chefs de famille sont des femmes et parmi ces femmes chefs de famille, 91% sont des veuves. Les vieillards, les veuves, les orphelins se comptent par centaines de milliers. Des familles entières ont été décimées. Environ 600 000 enfants de 1 à 15 ans ont perdu leur père, 270 000 leur mère et 155 000 les deux parents. Environ 285 000 jeunes de 15 à 20 ans ont perdu leur père, 100 000 leur mère et 84 000 les deux. Alors que les minorités ethniques représentaient 10% de la population en 1970, elles ne représentent plus que 3%. Il y a les morts, mais il y a aussi les disparus. Ceux dont on ne connaîtra jamais le sort. Il y a enfin ceux qui ont fui le pays. Ces derniers se comptent par centaines de milliers. On estime à 320 000 ceux qui ont fui vers le Vietnam, et à 80 000 ceux qui ont réussi à passer en Thaïlande pendant la dictature de Pol Pot. À partir de janvier 1979, ils sont près de 800 000 à fuir vers la Thaïlande. Certains fuient les combats qui opposent les forces vietnamiennes aux Khmers rouges. D'autres fuient un pays devenu synonyme de terreur et de famine. Parmi eux, certains redoutent la présence de l'armée vietnamienne. D'autres encore n'ont pas confiance dans le nouveau régime communiste qu'instaure la République populaire du Kampuchéa, car la seule évocation du mot communisme, pour l'écrasante majorité des survivants, est synonyme d'immense souffrance. Enfin, il y a ces milliers d'otages emmenés par les Khmers rouges dans leur retraite vers la Thaïlande, dont un grand nombre seront froidement abattus parce qu'ils sont épuisés et ne veulent ou ne peuvent plus suivre. Les autres se retrouveront dans des camps à la merci de leurs bourreaux. Ces bouleversements démographiques ont déchiré et transformé durablement le tissu social. 10 ans plus tard, le pays compte encore 1 million de veuves. La catastrophe psychologique, familiale, humaine. Ni le nazisme, ni le stalinisme n'ont instauré un régime de terreur comparable, en intensité, à celui des communistes cambodgiens. Ils ont déporté des populations entières à plusieurs reprises. Ils ont infligé les travaux forcés, et sous-alimenté systématiquement leur propre peuple réduit à l'esclavage. Ils ont imposé l'endoctrinement communiste le plus aberrant à des millions de personnes, en brisant par la violence les défenses intérieures des individus. Ils ont inspiré la peur à chaque moment de la journée. Ils ont nié toute dignité aux êtres humains. Ils ont détruit la famille. Ils ont détruit la vie privée. Ils ont mis en place un système qui dépouille l'individu de son humanité. Les jeunes Cambodgiens, à une période de la vie où l'être humain est particulièrement malléable et vulnérable, sont devenus la propriété du Parti communiste qui a tenté de les remodeler pour les utiliser aux fins les plus sordides. Des enfants ont été incités à dénoncer leurs parents, dont ils étaient séparés. Des épouses ont été incitées à dénoncer leurs maris. Des enfants ont été abattus devant leurs parents. Des époux ont été massacrés devant leur épouse. Le sadisme sexuel accompagnait souvent l'élimination des femmes. Des monstres se sont emparés de leur propre peuple, et l'ont torturé aussi longtemps qu'on les a laissés faire. Comme l'écrivent les docteurs Eagle et Landrack, les premiers à avoir alerté sur la dimension psychologique de la tragédie cambodgienne, l'étendue de l'horreur qu'ont vécu les Cambodgiens dans leur ensemble donne une image de ce que pourrait être l'enfer. Les survivants qui ont tous perdu plusieurs de leurs proches, portent en eux des traumatismes profonds qui affectent leur comportement au quotidien. Une immense perte de sens affecte une population qui ne dispose plus d'aucun repère. L'instinct de survie a généré des comportements individualistes qui vont se traduire par un chacun pour soi, rendant très lente et très longue la recomposition d'une société structurée, en particulier pour la tranche des survivants qui ont d'entre 20 et 50 ans.
Cette recomposition, 30 ans plus tard, est loin d'être achevée car, comme pour tous les survivants de génocides ou de crimes contre l'humanité, les traumatismes se sont transmis à la génération suivante. Ces traumatismes vont durer d'autant plus longtemps que beaucoup vivent dans l'incertitude du sort des leurs. Morts, réfugiés dans des camps ou installés dans un pays d'accueil? La famille, fondement de la société traditionnelle cambodgienne, a éclaté. Le respect dû aux aînés, fortement ancré dans la tradition khmer, a disparu. La destruction des ressources humaines. Tout qui n'était pas utile aux travaux de la rizière, tout qui s'avérait défaillant physiquement, tout qui était suspecté d'éducation occidentale était considéré comme inutile et nuisible. La condamnation était instantanée. C'est ainsi que des professions entières, en particulier celles qui requièrent un certain degré de formation théorique ou pratique, ont disparu. Plus le degré de formation est élevé, moins il y a de survivants. Ceux-ci, dans leur écrasante majorité, appartiennent ou sont issus de la paysannerie. L'analphabétisme, qui avait presque été éradiqué à la fin des années 60, frappe plus de 50% de la population. En 1979, il ne restait que 8 juristes en vie sur 750, 45 médecins sur 450, 7000 enseignants sur 22 000, dont 5000 ont repris leur enseignement. Sur 3400 étudiants en médecine, seuls 728 se sont manifestés après la libération. Selon des statistiques fournies par la faculté de médecine de Phnom Penh, sur une liste nominale établie avant avril 1975 de 4724 médecins, pharmaciens, infirmières et infirmiers, sages-femmes, 2540 sont, en 1979, morts ou portés disparus, soit 53,8%. Sur 1600 techniciens agricoles, 200 environ sont encore en vie. Il ne reste qu'un vétérinaire diplômé et un technicien vétérinaire. Le taux de mortalité chez les artisans atteint 32,2% entre 1975 et 1979. À la libération du pays, on éprouve les plus grandes peines à trouver des mécaniciens, des électriciens, des plombiers, des charpentiers, des carreleurs, mais aussi du personnel administratif et encore moins des cadres. Dans une société retournée par la force à l'état de nature, où les gens étaient parqués dans des paillotes en bois, ces métiers n'avaient plus aucune utilité. Les fonctionnaires des régimes antérieurs, chaque fois qu'ils ont été identifiés, ont été systématiquement massacrés. Plus de 60% gisent dans les charniers du Kampuchéa démocratique. Seulement 15% des personnes ayant fait des études ont survécu. La destruction des infrastructures et des équipements. Les équipements réalisés pendant la période coloniale comme l'immense effort de développement des infrastructures dû à la politique du Parti démocrate, 1946 à 1955, puis de Norodom Sihanouk ont été pulvérisés pendant la guerre 1970 à 1975. Les Khmers rouges ont achevé de détruire ce qui restait, et qui était inutile dans la perspective d'une société collectiviste et agraire. Entre 1965 et 1973, l'aviation américaine a écrasé le Cambodge sous 2 756 941 tonnes de bombes. Aucun pays au monde n'a été autant bombardé que le Cambodge. Comme l'écrit William Shawcross, après les bombardements américains, le vieux Cambodge a disparu. Toutes les villes ont subi de très importantes destructions pendant les 5 années de guerre. La plupart constituaient des enclaves républicaines dans les zones contrôlées par les communistes et furent la cible tant de l'aviation américaine que de l'aviation républicaine, voire sud-vietnamienne. Certaines ont été totalement rasées. Il en a été de même pour les écoles et les hôpitaux. De l'université de Takeo Kampot, il ne reste que la plaque de béton qui en annonçait l'entrée. L'ensemble du réseau routier, 16 380 km de route, avec les 3000 ponts qui le complètent, est détruit à plus de 80%. De nombreux tronçons des 2 grands axes ferroviaires sont impraticables. Les ferries qui permettaient en de nombreux endroits de traverser le Mékong ou le Tonlé Sap ont été coulées. C'est l'ensemble du système de communication du pays qui est inutilisable. Tout déplacement étant interdit sous les Khmers rouges, rien ne fut entrepris pour le réparer. Dans les campagnes, 9 années de guerre, de massacres et d'utopies collectivistes agraires ont pratiquement détruit la vie agricole. Les rizières et le système hydraulique qui les accompagnent
sont désorganisés par des dizaines de milliers de cratères de bombes. Des milliers de kilomètres de petites digues sont détruits. Un tiers des rizières sont restées en jachère faute de bras à mesure que les massacres se multipliaient et que la population était affectée à des travaux d'irrigation aberrants. Le cheptel animal, bœufs et buffles, essentiel à la fois pour l'alimentation et la force motrice, est dévasté. On est passé de 1,2 million d'animaux de trait en 1967 à 768 000 en 1979, et les bêtes qui ont survécu sont malades et affaiblies. Les 4 stations de recherche rizicoles ont été détruites, leurs variétés de semences et leurs archives ont été perdues. Les rizières des zones inondées autour du Grand Lac central sont à l'abandon, la bêtise des dirigeants les ayant amenés à considérer comme inutile la culture du riz flottant. Les variétés de riz flottant ont été en conséquence éliminées. L'université agricole a été fermée dès 1975 et transformée en dépôt de munitions. Suite à la destruction des bateaux et des barques, à la pénurie de filets et d'hameçons, la production des pêcheries est passée de 200 000 tonnes en 1969 à 15 000 tonnes en 1979. La destruction des services. Au nom d'une interprétation bien particulière du communisme, les Khmers rouges ont supprimé presque toutes les activités de service. Ils ont supprimé le réseau scolaire existant ainsi que l'ensemble du système de santé. Ils ont supprimé la distribution de l'électricité et de l'eau potable. Ils ont supprimé les transports publics et privés, le train et la voiture ne servent qu'aux dirigeants. Ils ont supprimé la poste et les communications téléphoniques. Ils ont supprimé la monnaie et le système bancaire. Ils ont supprimé le commerce et toutes les activités qui l'accompagnent. Même le troc, simple échange de biens, était interdit. La destruction de l'État. L'effondrement de la République khmer, qui dès 1970 cesse de contrôler plus de 70% du territoire, s'achève avec l'élimination physique d'une grande partie de son personnel militaire et administratif. Comme le souligne Michael Vickery, c'est une superstructure idéologique culminant dans la monarchie et le clergé qui en des temps normaux avait tenu l'ensemble dans un tout organique et légitimé les secteurs non productifs et leur prétention à vivre aux dépens de la paysannerie. Cette superstructure avait été ébranlée par la République khmer et totalement détruite par le Kampuchéa démocratique. Les institutions citées dans la Constitution de 1976 du Kampuchéa démocratique n'ont pour la plupart d'entre elles jamais eu d'existence réelle. Les seules structures effectives sont celles du PCK, de l'armée et de l'appareil de sécurité. Les organes centraux du gouvernement se réduisent à une petite équipe autour de chaque ministre. Le remplacement des provinces par un nouveau découpage du pays en zones provoque la disparition de l'institution provinciale. Les entités municipales disparaissent et il ne reste au niveau local que les coopératives populaires, contrôlées par des membres du PCK. En fait, tout l'appareil d'État est réduit à néant. L'élimination physique de 60% des fonctionnaires des régimes antérieurs et la fuite à l'étranger de ceux qui ont réussi à échapper au massacre ont pour conséquence que la mémoire de la gouvernance du pays a disparu. Il n'y a plus d'État. La destruction totale de la propriété privée individuelle. Les polpotistes ont appliqué le collectivisme comme jamais nulle part dans l'histoire de l'humanité. Aucune maison, aucune parcelle de terre n'échappait au PCK. Il s'en est suivi qu'à la libération, les survivants étaient devenus des squatteurs de leur propre pays. Et des problèmes fonciers vont fragiliser le logement et la vie des gens pendant les 3 décennies qui vont suivre, à la ville comme à la campagne. À la libération, les villes sont des cités fantômes et les campagnes sont désertées par les déportés qui sillonnent le pays à la recherche de parents et de repères. La destruction des relations internationales. Divisée sur la reconnaissance de la République khmer instaurée après le coup d'État du 18 mars 1970, ainsi que sur le siège du Cambodge à l'ONU, la communauté internationale va progressivement se retirer du pays à mesure que s'effondre le régime pro-américain du maréchal Lon Nol. Nombreuses sont les ambassades occidentales qui réduisent leur personnel diplomatique à partir de 1973. Les agences internationales se retirent peu avant la chute de la capitale. Lorsque les Khmers rouges s'emparent de Phnom Penh, le 17 avril 1975,
ils excluent tout maintien au Cambodge d'une présence étrangère, à l'exception des pays qui les ont soutenus activement, au premier rang desquels se trouve la Chine. Par volonté autarcique, le Cambodge ne va plus adhérer à la plupart des organisations internationales techniques, comme par exemple l'Union postale universelle ou encore l'Union internationale des télécommunications. Par contre, le Kampuchéa démocratique est représenté à l'ONU et dans les agences intergouvernementales du système des Nations Unies, FAO, UNESCO, OMS. En 1979, à la chute de Pol Pot, le Cambodge est de fait absent de la communauté internationale. Il est coupé du reste du monde. Le chaos. On s'en rend compte? Le communisme de Pol Pot et Khieu Samphan laisse derrière lui un pays dévasté, un vide démographique effrayant, une population de survivants affaiblis et traumatisés, un encadrement administratif inexistant, un chaos indescriptible. Il n'y a plus de famille. Il n'y a plus de société cambodgienne. Il n'y a plus d'État. Il n'y a plus que quelques millions d'humains décharnés, en guenilles, qui errent pendant des mois, épuisés et hagards sur les chemins, à la recherche de leurs parents et de l'endroit où ils vivaient avant d'être déportés. Pour certains, la dictature polpotiste durait depuis 9 ans. Pour d'autres, en particulier pour les citadins, elle a duré 3 ans, 8 mois et 20 jours interminables. Les Khmers rouges avaient transformé le Cambodge en un immense goulag. Ils laissent derrière eux, en fuyant vers les confins proches de la Thaïlande, un charnier à la taille du pays et des survivants au bord de l'agonie. Spectacle hallucinant d'un peuple réduit à l'esclavage par ses propres dirigeants, et qui, pendant les mois qui suivent sa libération, risque littéralement de disparaître. C'est un peuple dans cet état que la communauté internationale va punir. Sa faute? Avoir été libéré de la barbarie par un Vietnam contraint à une alliance avec l'Union soviétique et qui, de ce fait, ne plaît ni aux Américains, ni aux Chinois, ni à leurs alliés en Europe et dans le Sud-Est asiatique. Chapitre 3. Une OBSCENITE internationale. Punir les Cambodgiens. Confronté au renversement suite à une intervention étrangère armée, du régime de Pol Pot et Khieu Samphan, représenté à l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas un seul instant pris en compte le sort du peuple cambodgien, ce qu'il avait subi depuis 1970 et dans quel état il se trouvait après les années de la terreur polpotiste. Illustration supplémentaire, ce ne sera malheureusement pas la dernière, que le sort des peuples n'entre guère en ligne de compte dans les calculs des gouvernements. Le désordre mondial reste largement dominé par les théories selon lesquelles la morale n'a rien à faire dans les relations internationales. Ainsi, la même année où la communauté internationale condamne le renversement du régime de Pol Pot par l'armée vietnamienne, elle approuve le renversement du régime de Bokassa en Centrafrique par l'armée française. 3 ans plus tard, alors qu'elle renouvelle sa condamnation de l'intervention vietnamienne, elle soutient l'intervention syrienne au Liban. On pourrait multiplier les exemples d'approbation de changement de régime suite à une intervention militaire étrangère, y compris dans une période récente. Les décisions du Conseil de sécurité sont prises en fonction des circonstances du moment. Ce qui est permis dans tel cas est condamné dans tel autre. Et les mêmes faits peuvent subir, au fil du temps, des appréciations radicalement opposées. L'intervention vietnamienne n'a jamais été considérée, par le Conseil de sécurité de l'ONU, sous l'angle d'une libération d'un régime oppresseur à la requête des opprimés, même dans les premières semaines qui l'ont suivi, alors qu'il n'était pas encore possible de parler d'occupation. Elle n'a pas davantage été considérée comme la suite des actes d'agression commis, depuis 1975, par le Kampuchéa démocratique contre le Vietnam et le droit imprescriptible de ce dernier à la sécurité. Ironie de l'histoire, 30 ans plus tard, le tribunal mixte qui juge à Phnom Penh les dirigeants du Kampuchéa démocratique, reconnaît la réalité des agressions de ce régime contre le Vietnam et utilise l'incrimination de violation grave des conventions de Genève pour le traitement réservé aux soldats vietnamiens capturés lors des opérations en territoire vietnamien. À travers ce tribunal, l'ONU, qui y est étroitement associée, reconnaît aujourd'hui ce qu'elle a nié en 1979. Pas un seul instant, l'Organisation des Nations Unies n'a pris en compte la contestation du régime en place à Phnom Penh par les forces nationales insurgées du FUNSK se comptant cependant en milliers de personnes.
Le droit fondamental de se soulever contre la tyrannie n'a pas été reconnu aux Cambodgiens décidés à renverser la terreur polpotiste. Et encore moins le droit des insurgés à faire appel à l'aide d'un pays voisin. Les appels à la communauté internationale de Cambodgiens ayant fui le régime des Khmers rouges n'ayant rencontré que la plus grande indifférence des gouvernements comme de l'ONU. Pas un seul instant, les principaux acteurs internationaux ne se sont préoccupés de ce qui était réellement en cause. Le droit du peuple cambodgien à ne plus vivre dans la terreur et l'esclavage, ainsi que le droit du Vietnam à sa sécurité. Ce qu'on a appelé la Troisième Guerre d'Indochine était en fait une guerre par procuration où Américains, Chinois et leurs alliés pour la circonstance, les pays d'Asie du Sud-Est et de l'Europe de l'Ouest, d'une part et soviétiques et vietnamiens d'autre part ont instrumentalisé le peuple cambodgien à des fins qui lui étaient étrangères, même si au départ, il y a bien un véritable conflit entre le Cambodge et le Vietnam. Le conflit kashmiro-vietnamien qui se conclut par la chute du régime des Khmers rouges est le double résultat d'une opposition réelle entre ces deux pays sur le respect de leur souveraineté et la reconnaissance de leurs frontières communes, mais également d'une instrumentalisation de cette opposition par le tandem sino-américain d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Le conflit bilatéral kashmiro-vietnamien est une réalité. Malcolm Caldwell, cet universitaire britannique qui, bien qu'étant un de leurs plus ardents sympathisants, a été assassiné à Phnom Penh par les Khmers rouges le 23 décembre 1978, le soulignait dans la dernière conférence qu'il fit avant de se rendre au Kampuchéa démocratique et d'y perdre la vie. Les problèmes en cours entre le Cambodge et le Vietnam sont suffisamment objectifs, réels, matériels et importants pour compter dans la volonté des deux gouvernements d'aller à la guerre afin d'affirmer leurs droits sans qu'il soit besoin d'invoquer d'autres explications. Il y a des intérêts concrets où la partie vietnamienne et la partie cambodgienne sont opposées diamétralement et de manière irréconciliable qui malheureusement sont de nature à créer une situation difficile dans cette région. La hantise cambodgienne de la Fédération indo-chinoise. Les polpotistes n'ont pas cessé d'accuser le Vietnam de projets expansionnistes. Ils ont été confortés dans leurs craintes par un certain nombre de gouvernements, d'intellectuels et de journalistes qui, pour des raisons diverses, se sont employés à diaboliser un pays qui, après avoir chassé le colonisateur, a vaincu la première puissance mondiale et qui, en plus, se revendique du communisme. Selon les polpotistes et après 1979, leurs alliés sino-occidentaux dans le combat contre le régime de Phnom Penh, le Vietnam est tout entier tendu vers un projet unique. À défaut de pouvoir immédiatement absorber le Cambodge, créer, en guise de première étape, une fédération indo-chinoise placée sous le contrôle de Hanoï. Aujourd'hui encore, 20 ans après le départ du corps expéditionnaire vietnamien, l'intervention vietnamienne du 25 décembre 1978 et la création de la République populaire du Kampuchéa sont présentées par l'opposition politique actuelle au Cambodge comme la mise en œuvre de ce projet. Le discours politique tenu par cette même opposition lors des campagnes électorales, comme les propos de rue, reflète la persistance de cette perception de la politique vietnamienne. Il est dès lors important de vérifier la réalité d'un tel projet de fédération indo-chinoise. On ne peut y parvenir qu'en évitant toute réécriture de l'histoire. Il importe de bannir des affirmations du type « des siècles d'un conflit inégal entre un puissant Vietnam et un Cambodge plus faible ». Cette formule est caractéristique d'un discours occidental basé sur une relecture de l'histoire nécessitée, jusqu'il y a peu, par la justification d'une politique anti-vietnamienne de principe. On ne contribue pas à une perception honnête du passé en le caricaturant. Pour ce faire, les Cambodgiens n'ont besoin de personne. En effet, d'une manière constante, le discours cambodgien, complaisamment relayé en Occident, feint d'oublier une réalité historique. Tous les États ont été d'une manière ou d'une autre expansionnistes, surtout quand ils en ont la force et qu'ils se sont trouvés en présence de voisins faibles et divisés. De même, les Cambodgiens font semblant d'oublier que, tôt ou tard, les empires se disloquent et s'effondrent autant pour des raisons internes que sous la poussée extérieure. Il n'y aurait pas eu d'empire angkorin si les Khmers n'avaient pas, eux aussi, été expansionnistes et avaleurs de terre. Le territoire de cet empire ne se serait pas réduit comme une peau de chagrin. Si les princes Khmers n'avaient pas pratiquement à chaque succession au trône, sollicité tantôt le Siam, tantôt l'Annam pour trancher leurs divisions internes, lesquels États ont monnayé leur appui en territoire.
Dans les facultés de droit européennes, on enseigne aux étudiants ce principe issu du droit romain. Nul ne peut invoquer ses propres turpitudes. Mais ce principe n'est pas connu sur les rives cambodgiennes du Mékong. En 1887, la France qui possède la Cochinchine et exerce son protectorat sur l'Annam, le Tonkin, le Laos et le Cambodge, crée l'Union indo-chinoise. Le cadre étatique ainsi formé réduit considérablement la notion de protectorat. Mais surtout, pour les adversaires de cette colonisation, il établit l'espace politique de référence. Les écrits officiels parlent tantôt d'union, tantôt de fédération indo-chinoise selon la perception qu'on se fait à Paris des rapports de la métropole soit avec l'Indochine, soit avec les 5 entités qui la composent. Le concept de fédération indo-chinoise est créé par le pouvoir colonial. Ceux qui veulent combattre ce pouvoir avec un tant soit peu d'efficacité ne peuvent inscrire leur action que dans ce cadre donné. C'est la démarche imposée dès 1929 par le Comintern lorsque les communistes annamites, rassemblés par Nguyen et Co., Ho Chi Minh, veulent créer le Parti communiste du Vietnam. En février 1930, celui-ci devient le Parti communiste indo-chinois, PCI. En mars 1935, une résolution du PACI précise: après le renversement du joug des impérialistes français en Indochine, les peuples jouiront du droit à l'autodétermination et pourront, selon leur volonté, opter pour une fédération indo-chinoise ou fonder leur État respectif, entrer dans la fédération ou en sortir, opter pour tel ou tel régime. En juin 1941, une autre résolution souligne: quand les Franco-Japonais auront été chassés, nous aurons à appliquer correctement la politique d'autodétermination à l'égard des peuples indo-chinois. Selon leurs désirs, les peuples indo-chinois s'organiseront en une union des républiques démocratiques ou fonderont des États séparés. Le 19 avril 1950 est créé, au Cambodge, le Front Uni Isarak. Il est présidé par le communiste Son Ngoc Minh. Le 19 février 1951, le PACI se dissout. La résolution adoptée à cette occasion indique: en raison des conditions nouvelles en Indochine et dans le monde, au Vietnam sera édifié le Parti des travailleurs du Vietnam, ayant un programme politique et des statuts adaptés aux conditions du Vietnam. Au Cambodge et au Laos seront fondées des organisations révolutionnaires adaptées au contexte de ces deux pays. Depuis 1951, il n'a plus jamais été question de fédération indo-chinoise dans aucune déclaration, aucune résolution, aucun rapport provenant des communistes vietnamiens. Le projet de fédération indo-chinoise disparaît avec la dissolution du PACI, comme l'Indochine disparaît avec l'accession à l'indépendance du Cambodge en 1953, du Laos et du Vietnam en 1954. Lors de la première, 1965, comme de la seconde, 1970, conférence des peuples indo-chinois, toutes deux voulues par le Cambodge de Norodom Sihanouk, l'appel au renforcement de la solidarité était chaque fois basé sur l'égalité des droits. On ne peut exclure que les communistes vietnamiens aient renoncé à promouvoir l'idée de fédération indo-chinoise uniquement pour des raisons d'opportunité, d'abord parce qu'ils se satisfont du neutralisme de Norodom Sihanouk, et ensuite, alors qu'ils se trouvent en pleine guerre américaine, parce qu'ils ont besoin de la coopération de leurs alliés laotiens et cambodgiens. Cette hypothèse est étayée par un télégramme envoyé en février 1973 à Moscou par l'ambassadeur de l'URSS à Hanoï. Le programme des camarades vietnamiens pour l'Indochine est de remplacer les régimes réactionnaires à Saïgon, Vientiane et Phnom Penh par des régimes progressistes et plus tard, quand le Vietnam, le Laos et le Cambodge seront sur la voie du socialisme, évoluer vers l'établissement d'une fédération des pays indo-chinois. 53. La hantise de cette fédération indo-chinoise pousse Pol Pot à déclarer: l'essence de la fédération indo-chinoise du Vietnam est d'abolir la frontière pour annexer le Cambodge. Ce thème de la fédération indo-chinoise va devenir l'antienne de la propagande Khmer Rouge. Il occupe la place centrale du document publié en septembre 1978 qui devient le texte de référence des Khmer Rouges. C'est le livre noir, Faits et preuves des actes d'agression et d'annexion du Vietnam contre le Kampuchéa. Entreprise systématique de réécriture de l'histoire lointaine et récente, ce document, bourré d'erreurs, de contradictions, d'omissions, d'inventions, attribue au Vietnam tous les maux dont a souffert, dont souffre et dont souffrira le Cambodge. Ce document est néanmoins important dans la mesure où il exprime, dans tout son délire,
le fantasme cambodgien. Que la matérialité des faits les contredise, peu importe, les Cambodgiens, dans leur très grande majorité, sont convaincus de la permanence d'une volonté vietnamienne de faire disparaître la race khmer au terme d'un processus qui comporte 3 étapes: fédération, annexion, colonisation. Ils sont persuadés que toute la politique de Hanoï est concentrée sur ce seul but, et que chaque geste du Vietnam doit être interprété dans cette perspective. Avec une telle vision, même une offre d'amitié est déjà suspecte. Ce document est également important, parce qu'il a été abondamment utilisé comme instrument de propagande. Son contenu a été très largement diffusé. Ces thèmes sont devenus des thèmes de tous les instants avant 1979, mais aussi après. Ils ont profondément imprégné la population cambodgienne, à l'intérieur, comme dans les camps de réfugiés ou dans la diaspora. On en observe les traces aujourd'hui encore. La crainte obsessionnelle des Cambodgiens d'une volonté vietnamienne d'annexer le Cambodge est une constante dans un pays où l'histoire n'a jamais fait l'objet d'un enseignement rigoureux, où les causes cambodgiennes du déclin de l'Empire angkorin et leurs conséquences sur l'expansion annamite n'ont jamais été enseignées. Il demeure cependant qu'il y a bien un réel conflit territorial. Même si sur Terre, la surface totale des zones contestées est à l'époque inférieure à 100 km², ces questions de frontières ne sont pas simplement des problèmes limités et dérisoires de démarcation. Le contentieux sur les eaux territoriales concerne, lui, entre 45 000 et 60 000 km². En outre, comme le remarquent des Emery, le contrôle de l'intérieur du territoire étatique implique prioritairement l'action à la frontière. La pesée sur les frontières aura été l'une des clés de la conquête du pouvoir. Et peut-on ajouter, non seulement de la conquête du pouvoir, mais aussi de la crédibilité du pouvoir. En effet, comme l'observe Eder, la question des frontières a été utilisée comme un moyen populaire de mesurer la fidélité du groupe dirigeant cambodgien aux intérêts nationaux du Kampuchéa. Les archives du comité central du PC de l'URSS permettent de confirmer le caractère bilatéral du conflit khmero-vietnamien. L'internationalisation de la bataille pour le Cambodge ne fut pas le résultat d'événements mis en œuvre par les 2 puissances communistes, l'Union soviétique et la Chine, écrit Stephen J. Morris qui les a consultés. Ce qui lui permet d'affirmer: les 2 puissances furent conduites dans ce conflit par les actions de leurs clients qui furent les véritables instigateurs des hostilités. La réalité du conflit khmero-vietnamien n'est débordée par des enjeux plus planétaires que lorsque les USA donnent la priorité à l'alliance sino-américaine suite à la chute de la bande des 4, en octobre 1976 à Pékin, et au retour de Deng Xiaoping aux affaires en juillet 1977. À l'origine du conflit, le Kampuchéa démocratique. Une naturaliste et ethnologue française, Marie-Alexandrine Martin, n'hésite pas à affirmer qu'il serait vain de vouloir prouver qui a tiré le premier. Point de vue qui rejoint celui exprimé par Laura Summers, une admiratrice constante des Khmers rouges. Les faits contredisent de tels propos qui n'ont pas d'autre objet que de renvoyer dos à dos agresseurs et agressés. Semblable proposition nie les efforts considérables accomplis depuis des dizaines d'années précisément pour définir, en droit international, l'agression et ses conséquences. Les causes de la guerre ouverte commencée par des incidents frontaliers ne peuvent être analysées en fonction d'antipathie personnelle ou d'allégeance politique. Il importe d'apporter la plus grande clarté dans l'enchaînement des faits et de procéder au relevé systématique des incidents qui ont conduit, de proche en proche, à un conflit majeur entre 2 États dont les dirigeants étaient jusque-là unis par la fraternité des armes et par l'adhésion à une idéologie commune. C'est le Kampuchéa démocratique qui déclenche les 4 et 10 mai 1975 le conflit frontalier avec le Vietnam, conflit qu'il poursuivra sporadiquement jusqu'en 1977 sur le flanc, il vaudrait mieux dire le front, vietnamien comme sur le flanc thaïlandais. À partir de 1977, ce conflit prend une nouvelle dimension. Encore une fois, c'est le Kampuchéa démocratique qui tire le premier. Entre le 4 et le 11 janvier, 5 provinces vietnamiennes sont attaquées. Pendant 9 mois, les opérations militaires du Kampuchéa démocratique vont se répéter et croître en ampleur sans que le Vietnam réagisse autrement que par une proposition de négociation formulée en juin. La première réplique vietnamienne sérieuse ne vient que fin octobre 1977. En janvier 1978,
Les troupes vietnamiennes, après avoir effectué depuis décembre 1977 une importante opération de légitime défense stricto sensu, se retirent et une nouvelle fois, Hanoï propose de négocier. Le 9 février, les troupes du Kampuchéa démocratique répondent en attaquant de nouveau. Le Vietnam réagit le 29 mars. L'escalade est enclenchée. Attaques et contre-attaques se succèdent. La guerre entre les deux pays est devenue une réalité permanente. Le Vietnam décide d'en finir, le 25 décembre 1978, en lançant à l'assaut de l'Est cambodgien 12 divisions accompagnées de 3 régiments d'insurgés cambodgiens. L'effondrement imprévu de l'armée de Pol Pot offre la possibilité de prendre Phnom Penh, le 7 janvier 1979. À chaque étape du différend khmer-vietnamien, c'est le Kampuchéa démocratique qui attaque. C'est lui qui fait franchir un échelon dans l'intensité du conflit. Les faits ci-dessus rapportés ne sont pas contestables. Que le Kampuchéa démocratique soit l'agresseur ne l'est pas moins. Un bon témoin le confirme. Après leur victoire du 17 avril, les Khmers rouges essaient de reconquérir le Kampuchéa Krom, Vietnam du Sud, et commettent des atrocités sur les civils, y compris femmes et enfants. Et ils repoussent toute proposition de règlement pacifique. L'universitaire américain Stephen J. Morris, qui comme déjà indiqué a consulté les archives du comité central du PC de l'URSS, l'affirme de la manière la plus nette. C'est un pouvoir local faible, le Cambodge, qui a initié un conflit armé contre un opposant local, le Vietnam, incomparablement plus puissant. 66. La raison manifeste du conflit fut un désaccord sur la frontière entre le Vietnam et le Cambodge. Les Khmers rouges n'ont jamais voulu la paix avec le Vietnam. Ils ont délibérément saboté les pourparlers qui ont eu lieu en mai et juin 1976, parce que dès 1975, ils avaient décidé de privilégier la reconquête des terres perdues. Norodom Sihanouk lui-même le rapporte dans ses mémoires. En septembre 1975, rentré une première fois au Cambodge libéré, je fus bien surpris d'entendre Khieu Samphan, Son Sen et compagnie me dire tout souriant et l'air très satisfait que leurs soldats étaient mécontents du parti, parce que ce dernier ne leur donnait pas le feu vert pour aller récupérer le Kampuchéa Krom, le Bas-Cambodge, Vietnam du Sud, ainsi que les districts frontaliers de Thaïlande ayant appartenu au Kampuchéa dans le passé, Aranya Pradesh, Surin, etc. Et d'ajouter, en 1978, le président Khieu Samphan me confia à propos de la guerre kampuchéo-vietnamienne que ses soldats Khmers rouges étaient inarrêtables. Chaque fois qu'ils voyaient en territoire Kampuchéa Krom, Vietnam du Sud, des palmiers à sucre, en Khmer TNAOTS, ces soldats patriotes ne pouvaient s'empêcher de passer la frontière et d'avancer irrésistiblement, aussi loin qu'il y a des TNAOTS. Propos qu'il confirmait lors d'une conférence donnée à New York où, revenant sur la conversation de septembre 1975, il complétait les propos tenus par Khieu Samphan, Son Sen et d'autres qui déclaraient « Dans le passé, nos dirigeants ont vendu le Kampuchéa Krom, ils ont vendu le Sud-Vietnam aux Vietnamiens. Nos armées ne peuvent pas accepter le statu quo. Nous devons faire la guerre au Vietnam pour récupérer le Kampuchéa Krom. Le premier pas, c'est les palmiers à sucre. S'il y en a, le sol est khmer. À Chodok et à Thien, il y a encore des palmiers à sucre. Nous devons occuper. » Ces propos de dirigeants du Kampuchéa démocratique sont largement confirmés par des déclarations d'officiers. Ainsi, le commandant du 120e régiment, Gendre de Tamok, ordonne à ses troupes, quelques jours après la prise de Phnom Penh en avril 1975, de libérer le territoire vietnamien parce que c'est notre territoire. Pendant la même période, d'autres officiers déclarent à leurs soldats « Nous devons combattre le Vietnam parce qu'il y a là-bas 18 de nos provinces », et d'affirmer en substance que le Kampuchéa Krom nous appartient. Des documents indiquent « Le territoire du Kampuchéa s'étend jusqu'à Saïgon et tôt ou tard, le Kampuchéa récupérera Saïgon. » Ce qui est une intention en 1975 devient une politique 2 ans plus tard. Le 15 juin 1977, un document interne du ministère des Affaires étrangères intitulé Histoire de la frontière Kampuchéa-Vietnam conclut « Parce que la frontière entre le Kampuchéa et le Vietnam a été déterminée en violation de la justice à l'égard du Kampuchéa, le gouvernement du Kampuchéa démocratique demande des changements sur certains points de la ligne frontière actuelle. »
74 formules bien diplomatiques pour exprimer les ordres que transmettent plusieurs cadres locaux du PCK dès la fin de 1976. Nous devons nous battre pour ramener le Kampuchéa Krom. La volonté expansionniste et les actes d'agression du Kampuchéa démocratique que Kurt Waldheim, le secrétaire général de l'ONU de l'époque, et les membres permanents du Conseil de sécurité refuseront d'admettre en 1979 est aujourd'hui attestée par les pièces qui proviennent des archives du régime de Pol Pot et qui ont été versées au dossier à charge des dirigeants Khmer Rouge jugés à Phnom Penh. La troisième guerre d'Indochine, une guerre par procuration. Quand se forme l'axe Pékin-Washington en mai 1978, quand Washington repousse le 11 octobre la normalisation avec le Vietnam et que Hanoï se tourne vers Moscou, signant un traité d'amitié et de coopération le 3 novembre, le conflit bilatéral peut être utilisé par les superpuissances. Les deux camps donnent à leurs protégés respectifs les armes de l'affrontement plutôt que les instruments de la négociation. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'instigation de la Chine et des États-Unis, est dans l'incapacité de débattre de la situation et reste sourd aux appels vietnamiens à la négociation. À supposer que le secrétaire général de l'ONU veuille donner suite aux démarches vietnamiennes, il en est empêché. War by proxy, guerre par procuration, la formule du conseiller du président Jimmy Carter pour la sécurité nationale, le très anti-soviétique Zbigniew Brzezinski a eu son succès. Cette guerre par procuration commence avant la chute de Pol Pot. Elle est voulue par l'axe Pékin-Washington. À Washington comme à Pékin, on entend utiliser le conflit frontalier et les oppositions kashmiro-vietnamiennes pour provoquer l'affrontement dont le Vietnam pro-soviétique doit sortir perdant. À Moscou, on veut saisir l'occasion du soutien au Vietnam dans son conflit avec le Kampuchéa démocratique protégé des Chinois pour s'installer dans cette zone de première importance stratégique qu'est l'Asie du Sud-Est. Les premiers mettent en œuvre une stratégie d'encerclement du Vietnam, les seconds de la Chine. Khmer et Vietnamiens tombent dans le piège. Le soutien de leurs puissants protecteurs conforte les premiers dans leurs folies irrédentistes et les seconds dans la certitude de pouvoir faire eux-mêmes justice des agressions, au sens défini par la Charte des Nations Unies, dont ils sont victimes. Il ne s'est pas trouvé une seule démocratie pour tenter d'empêcher le conflit en mettant en œuvre les principes fondateurs de l'ONU, et en s'employant à faire vivre les idées généreuses sur la diplomatie préventive. Cette guerre par procuration va se prolonger pendant plus de 10 ans, pour le plus grand malheur du peuple cambodgien. Une diplomatie internationale obscène. Comme les considérations géopolitiques l'emportent sur le sort du peuple cambodgien, et sur le droit du peuple vietnamien à vivre en sécurité, l'alliance qui se forme autour du couple sino-américain va user des ressources inépuisables et contradictoires des précédents internationaux et exhumer une doctrine qui porte son nom mise au point, en 1931, par Henry L. Stimson, le secrétaire d'État US, suite à la conquête japonaise de la Mandchourie. Selon cette doctrine, les changements dans l'ordre international amenés par la force des armes ne peuvent être reconnus diplomatiquement sans l'aval de la Société des Nations. Sur la base de cette doctrine, l'ONU refuse de reconnaître la République populaire du Kampuchéa RPK, mise en place après l'intervention vietnamienne. Elle déclare que le seul représentant légitime du Cambodge est l'ambassadeur désigné par Pol Pot, et en usant d'une distinction entre aide d'urgence et aide au développement, elle décrète un embargo sur cette dernière. De part et d'autre, le cynisme le plus absolu guide les choix. Comme le constate Colin Warbrick, l'Union soviétique nie que Pol Pot ait le moindre titre pour être regardé comme le gouvernement du Kampuchéa à la fois parce qu'il n'exerce aucune autorité sur le territoire et parce qu'il a infligé des politiques barbares au peuple. Ce qui contraste fortement avec le refus de toute enquête sur ces politiques que l'Union soviétique opposait quand Pol Pot était au pouvoir. D'autre part, les pays occidentaux qui furent les plus féroces dans leur condamnation des politiques de Pol Pot ont, avec le soutien de la plupart des pays voisins du Cambodge, affirmé le droit de Pol Pot de parler au nom du Kampuchéa même si son autorité effective est minimale. Des pays qui, comme l'URSS et ceux du bloc soviétique, ont jusqu'en 1978 refusé toute condamnation de la tyrannie polpotiste, deviennent les plus ardents défenseurs de la RPK. D'autres pays qui, comme les USA et certains pays occidentaux, ont condamné, verbalement du moins,
les atrocités commises au Cambodge par les Khmers rouges et parfois même, mise en garde contre les dangers du conflit frontalier khmero-vietnamien, se font les défenseurs intransigeants du Kampuchéa démocratique. Ainsi, à Genève, en 1978, alors que les informations se sont largement multipliées depuis 1975 sur ce qui se passe au Cambodge, la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui commence seulement à procéder à un examen de la situation, entend le représentant de l'URSS refuser de voter un texte invitant un membre de la sous-commission à analyser les documents recueillis au motif que toutes les révolutions ont leurs victimes. Le problème est de savoir si un pays a le droit de choisir son propre régime politique, social, économique. 79 Quelques mois plus tard, l'URSS soutiendra la RPK et dénoncera la clique génocidaire Pol Pot Khieu Samphan Sari. Cette incohérence du politique n'empêche pas cependant que se dégage, dans les instances représentatives de la communauté internationale, une majorité cristallisée par l'alliance sino-américaine, qui sur le cas du Cambodge adoptera pendant plus de 10 ans une attitude constante. Le régime mis en place suite à l'intervention vietnamienne n'a aucune légitimité. Le seul Cambodge légitime est représenté par ceux qui combattent ce régime, c'est-à-dire principalement les Khmers rouges. Ce fut la position de la Chine et des USA, mais aussi celle de tous les gouvernements d'Europe occidentale de 1979 à 1991. Dans un ouvrage qui rassemble les souvenirs de plusieurs diplomates de Singapour, on peut lire le rôle joué par ce pays dans l'isolement du peuple cambodgien. Il s'agissait pour cet allié inconditionnel de l'Occident d'empêcher l'absorption du Cambodge dans le camp soviétique et d'obtenir la libération du Cambodge de l'occupation vietnamienne. Jamais il n'est question des souffrances du peuple cambodgien, jamais il n'est question d'empêcher le retour des Khmers rouges au pouvoir. On trouve dans ce livre comment Singapour a fait en sorte que la question cambodgienne devienne l'élément central de la politique de l'ASEAN. Certes, on y concède que défendre le régime de Pol Pot était répugnant et immoral. Mais tout de suite, on affirme que d'autres questions étaient en jeu. Les diplomates de Singapour feignent d'ignorer les agressions répétées du Kampuchéa démocratique contre le Vietnam et passent totalement sous silence la résistance cambodgienne à la dictature polpotiste. Ils posent comme principe intangible qu'aucun État étranger n'a le droit de décider quel est le bon gouvernement dans un autre État. Un principe que ni Singapour, ni aucun pays occidental n'a respecté lorsque l'Inde a envahi le Pakistan oriental et permis la naissance du Bangladesh, lorsque la Tanzanie a envahi l'Ouganda et renversé la dictature d'Idi Amin Dada. Un principe qui ne sera pas davantage respecté lorsque l'armée américaine interviendra à la Grenade en 1983, et au Panama en 1989, en Afghanistan en 2001, en Irak en 2003. Les arguments utilisés pour condamner l'intervention vietnamienne pouvaient s'appliquer dans chacun de ces cas d'intervention d'une armée étrangère ayant pour résultat de changer le régime en place. Une autre question en jeu pour Singapour était la position du grand protecteur des Khmers rouges, la Chine. Or, celle-ci exigeait la réinstallation de leurs protégés, toute autre attitude équivalent à ses yeux à récompenser le Vietnam pour son intervention. Et les diplomates de Singapour de rappeler que cette position chinoise était partagée par les USA, dont John Aldridge, l'adjoint au secrétaire d'État pour l'Asie de l'Est et le Pacifique de l'administration Carter, déclarait « Il ne faut rien faire qui contrarie la République populaire de Chine ». Avec fierté, ces diplomates décrivent comment ils ont fait en sorte que leur soit confié par l'Occident et la Chine le soin de déposer à l'ONU chaque année, de 1979 à 1990, une résolution condamnant l'intervention vietnamienne, reconnaissant comme représentant légitime du peuple cambodgien à l'ONU un ambassadeur Khmer rouge, Thiounn Prasit, et refusant toute aide au peuple cambodgien qui s'apparente à de l'aide au développement. Ainsi les pays occidentaux pouvaient tranquillement se dégager de leurs responsabilités, en affirmant qu'une telle attitude était réclamée par les pays les plus concernés, et la Chine voyait ses voisins soviétiques et vietnamiens totalement isolés sur la scène internationale. Pendant 11 ans, les gouvernements de la coalition sino-occidentale qui ont voulu cette gestion de la question cambodgienne ont exigé que toute solution passe par un gouvernement d'union nationale. Pour y parvenir, non seulement ils ont imposé à l'ONU les décisions qu'on vient de décrire,
mais ils ont poussé les 3 factions hostiles au régime de Phnom Penh à collaborer au sein d'un gouvernement de coalition du Kampuchéa démocratique, GCKD. Ainsi se sont trouvés réunis, politiquement et militairement, les Sihanoukistes organisés dans le FUNCINPEC, les anciens républicains regroupés dans le FNLPK et les Khmers rouges. À partir de 1982, ce GCKD sert de paravent pour dissimuler la force polpotiste, car au sein de cette alliance, les Khmers rouges sont de loin les plus puissants. Alors que l'humanité découvre peu à peu l'immensité des horreurs commises par les fidèles de Pol Pot, ce paravent devient de plus en plus indispensable pour obtenir une majorité à l'ONU. Norodom Sihanouk, qui préside ce GCKD, reconnaît lui-même, le 7 août 1988, qu'il ne s'agit que d'un paravent pour dissimuler l'aide sino-occidentale aux Khmers rouges. La coalition internationale conduite par le tandem sino-américain ne s'est pas contentée d'un appui politique et diplomatique aux Khmers rouges. En Thaïlande, la direction du Kampuchéa démocratique a disposé de somptueuses villas dans un quartier isolé de la ville de Trat. Sur d'anciennes bases US ayant servi pendant la guerre du Vietnam, notamment celle d'Utapao, ont été acheminées armes et munitions destinées aux Khmers rouges et importées de Chine, mais également de pays occidentaux. Avec l'aide de la CIA et de la DIA, une structure soutenue par la Thaïlande, la Malaisie et Singapour a été créée, en janvier 1980, à Bangkok. Le Kampuchéa Emergency Group KEG. Il se présente officiellement comme une organisation humanitaire destinée à venir en aide aux réfugiés cambodgiens qui affluent en Thaïlande. Il reçoit à ce titre des fonds notamment du Programme alimentaire mondial. Ces fonds sont détournés à des fins politico-militaires. Le KEG 84 s'est transformé ensuite en Kampuchéa Working Group, KWG, qui a pour mission de fournir une assistance militaire complète au GCKD, matériel militaire, renseignements et photos satellites, plans de bataille. La Thaïlande et la Malaisie, mais également la Grande-Bretagne de Thatcher se chargent de l'entraînement, Singapour de la fourniture des armes et munitions au travers d'une société nommée Chartered Industries qui fabrique sous licence ou achète ses équipements militaires en particulier en Allemagne, en Belgique, en Corée du Sud, en France, en Suède et à Taïwan. Ils sont ensuite acheminés vers les bases du GCKD en Thaïlande. La CIA reconnaîtra plus tard que l'essentiel de l'assistance militaire fournie au GCKD, y compris celle en provenance des États-Unis, profite davantage aux Khmers rouges qu'aux éléments non communistes de ce prétendu gouvernement. En un an, l'armée des Khmers rouges, jusque-là décimée et réduite à des bandes minables, est reconstituée et peut engager 40 000 hommes contre les forces cambodgiennes de la RPK et le corps expéditionnaire vietnamien. Les USA peuvent continuer à faire la guerre au Vietnam par Cambodgiens interposés. À Genève, la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui, en dépit de multiples auditions et rapports, n'a jamais condamné les crimes commis par les Khmers rouges pendant qu'ils étaient au pouvoir, condamne la présence du corps expéditionnaire vietnamien comme une violation des droits humains du peuple cambodgien. La machine à imposer le prêt à penser convenu se met en route. Pour expliquer l'inacceptable à leurs opinions publiques, les gouvernements occidentaux mobilisent journalistes et auteurs divers afin que ces opinions publiques identifient comme il convient le mauvais, c'est-à-dire le Vietnam. Rien de plus facile. Il suffit de reproduire la rhétorique anti-vietnamienne des Cambodgiens en vigueur sous la République Khmer et sous le régime des Khmers rouges. Des journalistes et des auteurs comme Marie-Alexandre Martin ou François Ponchot, sans mettre les pieds au Cambodge, répètent avec complaisance ce qu'ils entendent dans les camps Khmers rouges, FNLPK et Sihanoukistes en Thaïlande. Ils accréditent de la sorte un discours systématiquement hostile au Vietnam et à la RPK. Alors que, depuis, leurs propos ont été démentis par les faits, ce discours imprègne encore aujourd'hui la plupart des évocations de la période 1979 à 1991. Les Viets colonisent le Cambodge, plus d'1 million de Viets ont été introduits au Cambodge, les Viets pillent les biens des Cambodgiens, les Viets approprient le riz et affament les Cambodgiens, les Viets commettent un ethnocide en obligeant les Cambodgiens à apprendre leur langue, les Viets emmènent des orphelins cambodgiens au Vietnam pour les former et en faire de futurs espions, les Viets contrôlent tous les ministères et le gouvernement de la RPK n'est qu'une marionnette. Ce que William Shawcross, qui fait partie de ces auteurs, appelle l'ambition historique du Vietnam d'annexer le Cambodge,
ne sera jamais regardée comme l'indispensable présence vietnamienne aux côtés des Cambodgiens pour les défendre contre le retour au pouvoir des Khmers rouges et pour les aider à recréer un État, mais aussi comme la conséquence de l'embargo. Pas une seule fois, la communauté internationale n'a fait la seule proposition qui aurait pris en compte les droits du peuple cambodgien et les attentes légitimes du Vietnam. Garantir que les Khmers rouges ne reviendraient pas au pouvoir et en échange, organiser le retrait du contingent vietnamien et son remplacement par une force internationale de protection. Que du contraire. Pendant 10 ans, la communauté internationale a exigé que les Khmers rouges soient partie prenante à un règlement du conflit. Cette exigence était formulée avec la même force à Pékin, à Washington, à Paris, Londres ou Bruxelles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.